Le président, tout d'abord, je tiens à remercier le président du congrès, professeur Dr Hassan Filal, qui veille sur la tenue du congrès. Et il faut savoir qu'on est au 42e édition et c'est l'occasion aussi de le féliciter. Il est cette année élu au bureau mondial de pédiatrie. C'est un honneur pour nous en tant que pédiatres. Et c'est un honneur pour notre pays et c'est pas facile d'être membre du bureau mondial. La présentation qui m'a été attribuée, je l'ai préparée en concertation avec mon maître professeur Bouzkraoui, qui n'a pas pu être avec nous. C'est le panorama du protocole en pédiatrie. Et je ne vais pas parler de tous les protocoles, mais c'est le panorama, c'est l'approche de travail d'élaboration des protocoles de la SOMEPEV. Et il faut savoir, en termes médicaux, un protocole, c'est une procédure émanant d'un consensus permettant de faciliter la prise en charge d'une thématique en médecine. Il y a des protocoles de médecine, des protocoles des médecins, des infirmiers. Et il faut savoir qu'il n'y a pas un protocole idéal. C'est des protocoles, comme j'ai dit, qui émanent des consensus. Et un protocole doit être simplifié, simple. Et vous allez voir les protocoles si on veut discuter les protocoles élaborés par la SOMEPEV, peut-être ils seront tous critiqués. Parce qu'un protocole, il est adapté à un contexte. Et j'ai bien aimé une phrase que j'ai trouvée dans un commentaire d'un protocole, que ce qui marche ici ne marche pas ailleurs. Et ils sont élaborés, les protocoles, dans une approche préventive. C'est toujours pour la sécurité du patient, standardiser les visions et la prise en charge, aussi diminuer le coût de charge hospitalière, et nous allons voir quelques exemples, comment, et bien sûr, éviter quand un débutant, on lui facilite la tâche, on va éviter les erreurs et les plaintes des patients. Voilà. Pour la SOMEPEV, il travaille pour élaborer des protocoles, une approche. Il y a le bureau, le président, qui est le professeur Bouzkraoui, et le membre du bureau. Et pour chaque CHU, il y a 2 représentants. Il y a un clinicien et un autre médecin enseignant qui représente le laboratoire. À Tanger, par exemple, c'est moi qui représente les cliniciens. Il y a avec moi un autre prof qui représente le volet paraclinique, les examens cliniques, qui est professeur Nadira. Et pour chaque CHU, et au début, après chaque congrès, on travaille sur des thématiques. Et on lance, après la réunion de travail du bureau, et d'autres membres sont invités, utiles, et on travaille sur des thématiques. Et la SOMEPEV, il faut signaler qu'il travaille sur tout ce qui est infectieux et vaccination. Et après l'étude, et faire l'état des lieux, comme il a été présenté tout à l'heure pour l'infection urinaire, par exemple, en 2013, on a entamé des études du terrain qui reflètent notre contexte. Et il faut savoir que ces protocoles, d'ailleurs, par exemple, le protocole qui a été élaboré en 2013, les protocoles doivent être revus de façon dynamique. Et il n'y a pas un protocole idéal. Et il faut savoir que aussi un protocole, c'est une indication, il n'est pas une règle.
c'est une direction à suivre avec les grandes lignes de conduite générale. C'est une indication sur la façon moyenne et habituelle et au général d'utiliser le produit et ou la méthode utilisée et étudiée dans le protocole. Un protocole doit être adapté à chaque patient selon le contexte et aussi, et le plus important, il faut savoir que un protocole ne doit pas être une règle de conduite, mais un support de conduite sans quoi le médecin ne réfléchit pas. Mais il faut savoir aussi que tout à l'heure, professeur Hida, il a présenté l'infection urinaire de manière donc élargie, mais il y a dans la science, il y a ce qui est utile et ce qui est utilisable. Donc la SOMEPEV, il y a un site, vous pouvez consulter et avoir tous les protocoles sous forme simplifiée, résumée, de brochure. Et il a été créé en 2012 et donc il travaille, comme j'ai dit, sur le volet infectieux et vaccination. Et pour mes maîtres et ces présents et présidents des sociétés, il faut que ces sociétés changent de vision et travaillent aussi sur ce volet protocole. Le premier cas, je vais parler du protocole de prise en charge des méningites bactériennes aiguës au Maroc, élaboré par la SOMEPEV. Tout le monde savent que le méningite, c'est une urgence, le pronostic est lié à la précocité de prise en charge, des séquelles majeures, sinon la morbidité et la mortalité, et tout l'intérêt de la vaccination. Et donc, voilà un exemple de travail de l'équipe de la SOMEPEV qui s'est chargée pour élaborer le... D'abord, les signes cliniques qu'on a recueillis, tous les CHU du Maroc. Le premier signe qui révèle la méningite, c'est le syndrome infectieux. Et c'est surtout le nourrisson, je ne vais pas tout détailler. Et donc, voilà les résultats. Et c'est moi qui coordonne le travail des méningites depuis 2012. Et pour chaque année, on recueille les données pour savoir est-ce qu'il y a... Voilà ici, on va voir l'intérêt d'un observatoire avant d'élaborer un protocole. Depuis 2012, par exemple, voyez ici, juste, je voulais montrer ici qu'il y a les germes les plus fréquents. Voilà, le germe le plus fréquent dans notre contexte marocain qu'on a recueilli, mais juste les CHU, vous voyez, c'est le pneumocoque. Voilà, donc, merci. Voilà, non, signe. Voilà, et c'est très important. Depuis 2012, le germe le plus fréquent, c'est le méningocoque. La littérature parle aussi du méningocoque. Après, c'est le pneumocoque. Et professeur Abid, il a parlé qu'il y a des cas d'hémophilus. Est-ce que c'est les immunodéprimés ou mal vaccinés? De toute façon, on a recueilli des cas et les autres. Mais, voyez, ici la répartition selon les CHU. Mais, c'est depuis 2012. On a revu le travail, depuis 2017. Et vous voyez, on a constaté c'est le pneumocoque qui commence à prendre la place. L'intérêt d'un observatoire et des études. Avant, c'est le pneumocoque. Au début, en 2017, tout le monde parle, peut-être il y a une erreur, mais au fil des années, on a constaté c'est le pneumocoque. Donc, voilà un modèle...
voilà, un protocole de prise en charge des meningites. Donc, il y a les signes cliniques. Surtout, on a insisté, donc j'ai abrégé le protocole, on a insisté chez le nourrisson, tout signe peut révéler une méningite. Hein, un syndrome fébrile banal peut chez le nourrisson. Et donc, on a insisté sur la clinique. Et donc, si en cas de purpura, oui, évaluer l'état hémodynamique. Et donc, je ne vais pas tout détailler, c'est deux voies veineuses, remplissage, les drogues et l'antibiothérapie. En cas, il n'y a pas de purpura, et donc c'est l'état de conscience, on ne fait pas toujours la TDM, il y a une indication, c'est GCS, c'est moins de 11, trouble de conscience, oui, donc TDM est traitement adapté. Sinon, on a insisté qu'on peut faire la ponction lombaire dans les conditions, 3 prélèvements, un pour la cytochimie, la bactérioculture et la PCR. Donc, un traitement probabiliste, moins de 3 mois, c'est traitement comme le nouveau-né. Donc, c'est la bithérapie, c'est C3G plus gentamicine. Au-delà de 3 mois, donc moins de 3 ans, visez l'hémophilus, C3G, donc 100 mg par kilogramme en intraveineuse. Supérieur à 3 ans, on vise le pneumocoque et le méningocoque. Et selon, pas de signe de gravité, on peut se contenter d'amoxicilline. Et en cas de signe de gravité, C3G. On peut discuter ça, mais c'est un protocole. Et bien sûr, on a insisté, c'est que les infections, les neuroméningies les plus fréquentes, c'est les infections virales, mais attention aux méningites bactériennes et notamment la tuberculose. On a insisté aussi sur tout l'intérêt d'une bonne prise en charge, c'est identifier le germe. On a insisté aussi, faire l'hémoculture dans le possible. Et donc, le traitement, donc le protocole, il a bien clarifié, selon le germe, le type de traitement en cas d'échec ou de contre-indication et l'alternative avec des doses et la durée de traitement selon le germe. Vous voyez, on a parlé du coût hospitalier. Tout à l'heure, on a parlé du coût de vaccination pour un traitement d'une maladie. Mais que ce soit, quel que soit le prix, quand la maladie pose un problème d'état de santé, il est moins cher. Et vous voyez ici le traitement, la durée. Ici, par exemple, le méningocoque, on parle de 4 à 7 jours. Supposons qu'on n'a pas le germe. On va traiter au lieu de 7 jours, on peut traiter 14 jours. Et une injection, ça peut coûter 100 dirhams. On a gagné 10 jours fois 100 dirhams. Donc, voilà. Et donc, peut-être vous allez trouver dans des consensus la vancomycine. Donc, il a bien clarifié, donc, selon, en cas de résistance et selon la concentration minimale. Mais c'est un protocole. Voilà. À côté de la prise en charge, quelle que soit la maladie, bien sûr, il est très important de veiller sur le traitement symptomatique, notamment ici, dans notre protocole. Donc, la perfusion, les anticonvulsions, la mise en condition, la corticothérapie. Donc, on a dit que notre protocole, on parle toujours de la corticothérapie, mais ce traitement n'est pas recommandé de façon routine dans notre contexte quotidien. Aussi l'antibioprophylaxie selon le germe, et on a insisté sur la déclaration. Donc, bien sûr, il faut connaître l'orientation quand on a une ponction lombaire. Est-ce que c'est plus virale, orientation virale ou bactérienne, ou la tuberculose? Donc, quand est-ce qu'il faut refaire la ponction lombaire? Il y a des indications. On ne refait pas toujours systématiquement la ponction lombaire, mais il y a des indications en cas de germe tableau clinique inhabituel, donc en cas de complications.
Et voilà, et on a insisté sur l'intérêt de la vaccination, notamment le pneumocoque. Le deuxième protocole, ça j'ai détaillé un peu, mais je vais donc faire vite. Pour parler de la déshydratation, tout le monde sait qu'il pose un problème de santé, cause de mortalité élevée dans notre contexte. Et donc, ce travail, c'est le professeur Huida qui a coordonné. Donc, en cas supérieur à 6 mois, on peut, si déshydratation minime, donc l'état hémodynamique stable, peut se contenter d'une réhydratation orale. Mauvaise réponse, donc passer à la réhydratation intraveineuse. Et donc un ionogramme doit être demandé. Hein? Donc dans les 6 heures, donc, et ajusté selon les données du ionogramme. Si c'est supérieur à moins de 6 mois et ou déshydratation sévère, passer à la réhydratation intraveineuse. Et en cas d'amélioration, on peut faire le relais par voie orale. Attention, toujours penser à les traitements étiologiques. Donc, en cas de déshydratation avec état de choc, donc c'est l'état hémodynamique est défaillant, c'est des remplissages. Donc, on peut se contenter de 2 remplissages, des drogues, et toujours penser à la prise en charge étiologique. Donc, il s'agit juste les paramètres adaptés à l'enfant. Et donc, pour les pneumonies, il y a toute une session qui va suivre, et donc réservée à la pneumologie. Et donc, nous, dans la SOMEPEV, on a élaboré un protocole. Et donc, il y a un guide qui a été élaboré aussi par la SOMEPEV. Professeur Hassani, cette semaine, il a donc une réunion a été tenue donc, pour élaborer un guide pour le ministère donc, des pneumopathies, des infections respiratoires. Donc, peut-être on va trouver un autre protocole, hein, brochure, mais pour la SOMEPEV, donc, il a élaboré un protocole, c'est que en envisageant 3 cas de figure, les pneumonies du diagnostic clinique, les pneumonies radio-cliniques simples, non compliquées, et les pneumonies radio-cliniques donc graves. Et donc, si pour les pneumonies de diagnostic clinique, on a insisté sur de prescription de l'amoxicilline. Et en cas d'échec, donc on peut faire la radio ou bien ajouter un macrolide selon l'orientation clinique. En cas de pneumonie de forme radioclinique donc simple, non compliquée, moins de 5 ans, quelle que soit la forme radioclinique, c'est l'amoxicilline. On a insisté sur l'amoxicilline. Et donc supérieur à 5 ans, forme typique, donc amoxicilline. En cas d'échec, on passe au macrolide. En cas supérieur à 5 ans, forme atypique, on commence par un macrolide. Et donc en cas d'échec, c'est l'amoxicilline. Pour les formes radiocliniques graves, on commence par donc c'est l'amoxicilline acide clavulanique ou C3G. Et donc attention donc au staphylococcus pleuropulmonaire, on peut passer donc un antistaph. Et pour les formes, donc on a sur donc ça figure sur la brochure les antibiotiques, la dose et la durée de traitement. Et on a signalé que la durée de traitement antibiotique pour les formes graves, ça dure de 3 à 6 semaines. Et donc ici, quelques cas de pneumonie donc, radiologique. Donc voilà, pour l'infection urinaire, je ne vais pas détailler. Professeur Hida, il a déjà donc, parlé des statistiques. Il me reste 27 secondes. Donc, et pour l'infection, donc, comme j'ai dit, tout ça figure sur le site de la SOMEPEV. Donc, mais ici, c'est une brochure plus simplifiée pour la prise en charge. Juste, j'insiste, tout le monde sait,
la première infection urinaire, ne pas passer à côté d'une malformation urinaire. L'intérêt d'échographie, donc les investigations se suivent selon l'état. Donc voilà, si simplifié, en cas aussi de cystite, moins de 2 ans, on ne peut pas parler d'infection urinaire auto-basse, bien sûr. Et donc voilà, il y a d'autres, le site de la SOMEPEV, tout ceci se trouve sur le site de la SOMEPEV. Et donc en conclusion, un protocole est un support de base pour un travail. Donc il faut toujours qu'il soit réévalué de façon dynamique, adapté au contexte, ne pas oublier que la standardisation induite par un strict respect des protocoles réduise la médecine à une pratique caricaturale. Et je vous remercie.